téléspectateurs de la télévision Espoir 47. Nous espérons que vous vous portez très bien et ravis nous sommes de vous savoir très nombreux à ce numéro de votre émission 50 minutes entre nous. L'année scolaire est presque en agonie. Les élèves en classe de passage ont déjà eu leur sort sur leur passage en classe supérieure ou pas. En ce qui concerne ceux des classes d'examen, les apprenants du CEPD ont déjà également eu leur sort. Le BPC en cours, les résultats du probatoire également ne tarderont pas à être publiés dans les jours à venir. Ensuite suivra le baccalauréat qui bouclera l'année scolaire en cours. Mais une remarque éminente est faite. Progressivement, le niveau des élèves semble faner ou diminuer. À qui la faute? Que faire? Voilà les deux questions qui feront objet de notre discussion de ce soir. Justement, comme d'habitude, nous avons des invités, très chers invités. Bonsoir. Bonsoir, Benjamin. Comment vous vous portez? Bien. On va se présenter à nos très chers téléspectateurs. Je commence par ma gauche, l'unique garçon du plateau d'ailleurs. Je me nomme Frédéric Edo, étudiant au département de lettres modernes, semaine 6. Voilà. Je suis Flavia Amavi, étudiante au département de lettres modernes également, semestre 2. Je suis Laetitia Kodani, étudiante en semestre 4 lettres modernes également. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour débattre du sujet baisse continuelle du niveau des apprenants, à qui la faute. Mais comme d'habitude, avant de démarrer la discussion, nous allons partir pour ce jingle et revenir juste après. De retour sur ce plateau, nous allons démarrer notre discussion. On nous dit la baisse continuelle du niveau des apprenants, à qui la faute. Mais bien avant d'aborder le vif du sujet, j'aimerais savoir, Flavia, dis-moi, pourquoi il y a quelque temps, il y a baisse de niveau des apprenants? Est-ce que tu l'as aussi remarqué d'abord? Il faut partir de là. Merci, Benjamin. Effectivement, j'ai constaté le niveau de baisse au niveau de nous, les apprenants. Et cela est dû, selon moi, actuellement de nos jours, à la situation, à la crise sanitaire de la Covid-19. Et ça fait que bon nombre d'apprenants, l'écartement et le nombre de mois de confinement qu'on a suivi à la maison a fait que bon nombre d'apprenants ont laissé d'un côté leurs recherches, leurs cahiers, ils se sont donnés à l'usage négatif des réseaux sociaux. Voilà. Oui, mais Flavia, on entend souvent les gens dire qu'il y a quelques années, les niveaux ont baissé, même avant la Covid-19. Bien évidemment. Et par avant, le fait que le niveau d'études ait baissé un peu, cela est dû à plusieurs raisons que nous allons évoquer ici. Voilà. Frédéric, dis-moi, tu as aussi remarqué cette baisse continuelle du niveau des élèves? Oui, Ben, je l'ai très remarqué parce que, et cela plutôt est dû souvent au manque de conscience de certains apprenants qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont partis chercher à l'école, disons. Et aussi, parfois, ça provient de la situation familiale, la situation dans laquelle se trouvent les apprenants ne les permettent pas souvent d'être à l'aise et d'étudier. Et aussi, si on peut le dire, la situation au niveau social, la société ne nous permet pas d'être à l'aise et de faire ce que nous voulons. Voilà, tu l'as remarqué, Laetitia, tu partages l'avis des deux. Est-ce qu'il y a vraiment cette baisse de niveau des apprenants de nos jours? Et si vrai, pourquoi? Oui, merci bien. Oui, effectivement, j'ai aussi remarqué cette baisse au niveau des apprenants. Selon moi, je peux dire que cela est dû au problème économique des parents et aussi à la non-détermination des apprenants eux-mêmes. Donc, tu as évoqué deux volets. Comment est-ce qu'un apprenant en soi peut contribuer à ce que son niveau soit au rabais, par exemple? Bon, pour dire, en toute chose, il faut d'abord la volonté. Lorsque tu as la volonté, tu t'y mets au travail et puis tu arrives au résultat voulu. Oui. Et parce que les parents, avant tout, se tuent pour d'abord payer l'écolage
Et ensuite, il revient à l'apprenant de s'y mettre, d'être déterminé pour pouvoir arriver à un bon résultat. Un bon résultat. Je te reviens parce que tu as évoqué le cas des parents. Mais Flavia, dis-moi, comment est-ce qu'un apprenant, puisque venait de le dire, Laetitia venait de le dire, que les apprenants et les parents contribuent à ce que le niveau des élèves soit rabaissé, comment est-ce qu'un apprenant peut contribuer à ce que son niveau soit un peu plus bas? Je dirais que la manière dont un apprenant contribue à ce que son niveau s'abaisse, il oublie totalement ce qu'il veut dans la vie, ce qu'il cherche en étant écolier, en étant apprenant. Il oublie carrément ça, il s'adonne à d'autres choses inutiles, je dirais. Voilà. Freddy, qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce qu'un apprenant peut contribuer au rabais de son niveau? Eh bien, on dit souvent, nous ne sommes pas les mêmes bêtes pour avoir les mêmes corps de cou. Parce C'est-à-dire ensemble, nous allons à l'école, mais ce n'est pas chaque apprenant qui est déterminé à réussir. Ou bien, il y a certains apprenants juste, je viens en salle pour faire de la pagaille, ou soit je porte mon kaki pour qu'on dise que moi aussi je vais à l'école, sans avoir pour objectif ou sans avoir une conscience de la chose et de l'étude que nous sommes en train de faire. Donc l'étudiant ou l'apprenant contribue paisiblement à son échec sans avoir en tête ce qu'il est parti chercher dans le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire. Laetitia, je l'avais dit que j'allais te revenir. Tu avais dit que le parent également peut contribuer à ce que l'enfant soit en recul scolairement. Dis-nous, comment est-ce qu'un parent, je mets au moins d'un enfant, je veux son évolution. Comment est-ce que je peux maintenant contribuer à ce que cet enfant-là n'aille pas de l'avant? Bon, selon moi, pour dire, nous savons que la première des choses, la première volonté des parents est celle-ci, c'est de contribuer à l'évolution de leurs enfants. Mais il arrive des fois qu'ils contribuent aussi à la destruction des études des enfants involontairement sans le savoir. Lorsque nous prenons le cas des iPhones, des portables Android que nos petits frères, nos jeunes petits frères élèves utilisent dans les portables. Et lorsqu'un parent achète un Android à un apprenant par exemple, il doit veiller ou elle doit veiller à ce que l'apprenant n'apporte pas cet appareil-là à l'école. Et aussi, nous avons des séries, des feuilletons qui se font, des programmes de films qui se font sur la télévision. Il y a des heures où l'apprenant est censé suivre la télévision. Il y a des heures à ce que l'apprenant fasse autre chose. L'apprenant fasse autre chose. Donc, ces choses-là sont confondues. Et bon, mais si l'apprenant décide de suivre la télévision, en quoi est-ce que le parent est responsable là? Bon, il y a certaines choses que l'apprenant n'est pas censé suivre. Par exemple, lorsque nous prenons l'exemple des films pornographiques, par exemple, si l'enfant a suivi peut-être un film pornographique, arrivé en salle, au lieu de se concentrer et de suivre les cours, il est peut-être obligé de raconter ce qu'il a suivi à la télé à ses amis et ça lui distrait. Voilà, donc le parent devait faire quoi là, à ce niveau-là? Donc, moi je peux dire, lorsque nous prenons l'exemple des antennes paraboliques du Canal+, par exemple, il y a des chaînes spécialement où on fait des films pornographiques. Il y a aussi des chaînes où on fait peut-être des dessins animés, où lorsque le parent sait que cette chaîne, l'enfant n'est pas censé regarder ce genre de film, il est censé par exemple bloquer cette chaîne-là. Voilà, donc c'est la part du parent. Je te coupe pas la parole, on va en venir. Dis-moi, comment est-ce que, Flavia, dis-nous, comment est-ce qu'un parent peut contribuer sans qu'il ne sache peut-être à ce que le niveau de son enfant soit oral? Je vais dire qu'un parent peut contribuer à l'échec ou bien à la baisse du niveau d'études de son enfant en le laissant le libertinage. C'est quoi le libertinage, le laisser aller. Il le laisse trop de liberté. Il se dira oui, c'est toi, mais tu dois être conscient. Si tu réussis dans la vie, c'est pour toi, mais ce n'est pas pour moi. Mais parfois, nos parents oublient que nous avons mis un enfant au monde et que nous devons coûte que coûte contribuer à ce que cet enfant réussisse dans la vie.
Et pour y arriver, il faut avoir de près ces enfants. Il faut les parler de temps en temps, les conseiller, suivre ses pas, ce qu'il fait, ce qu'il aime, les conseiller de temps en temps. Je crois qu'avec ça, la femme aura une bonne conscience de donner une valeur quelconque à son étude. Voilà, Freddy, je pense que tu as quelque chose à ajouter. Comment est-ce qu'un parent aurait contribué à ce que son enfant n'avance pas intellectuellement? Oui, il y a certains parents qui seulement ont mis au monde un enfant. Ils n'ont pas l'esprit éducateur. Et l'éducation que l'enfant doit recevoir n'est pas bien fondée pour que cet enfant apprenne ou bien étudie cette cours. Parce que lorsque le parent laisse son enfant regarder chaque fois la télé, et je dirais, il y a certains enfants, ils peuvent regarder la télé 24 heures sur 24, mais demain matin, à l'école, tu leur poses les questions, ils peuvent répondre. Mais si un enfant qui n'est pas dans ce domaine veut suivre ce dernier, il risque de perdre ce qu'il est parti chercher. Donc le parent plutôt doit veiller à ce que son enfant soit bien éduqué. Arrivé à la maison, le parent vérifie si, premièrement, l'enfant a bien copié les cours et les exercices de maison, et s'il y en a à faire, et les devoirs, etc. Le cahier est bien propre. Lorsque le parent ne s'occupe pas de ce genre de choses, ça veut dire qu'il s'en fout de la vie de son enfant et il n'est pas un parent éducateur. Voilà, tu portes à croire selon vos interventions que les deux acteurs qui contribuent à ce que le rabais soit, c'est l'enseignant et c'est les parents et puis bon, l'élève lui-même. Mais dis-moi Freddy, est-ce que l'enseignant aussi n'aurait pas sa part de responsabilité dans cette situation, Freddy? Oui, l'enseignant a aussi sa part de responsabilité, mais pas trop. Parce que l'enseignant, lui, vient en salle, il peut expliquer avec les possibilités qui existent et l'apprenant peut refuser de ne pas comprendre. Comment est-ce qu'un apprenant peut refuser de ne pas comprendre? Du moment où le professeur est en train de faire le cours, l'apprenant qui fouille son téléphone, l'apprenant qui cause derrière, etc., l'explication que le professeur est en train de donner en ce moment, il ne va pas le saisir. Pour savoir que c'est ce que le professeur a dit. Parce que souvent, si tu copies le cours et tu ne comprends pas, tu risques de déverser seulement ce que tu as copié et ne pas garder ce qu'il faut garder. C'est l'explication qui nous donne la compréhension du cours que nous avons. Lorsque l'apprenant ne saisit pas les explications du professeur ou de l'enseignant, il ne peut jamais comprendre ce que... Freddy, je pense que d'habitude nous sommes élèves, nous demeurons élèves pour l'instant, mais il y a de ces cas où on bûche, on vient déverser. N'est-ce pas l'essentiel que devrait faire l'apprenant? Non, au fait, ça c'est tout juste pour, disons, avoir la moyenne, parce que je dois apprendre pour venir copier et avoir la moyenne. Mais dans l'avenir, est-ce que je suis capable de transmettre cette connaissance à mes petits frères? Parce que j'ai bûché et je suis venu déverser. Je n'ai pas cette compréhension de la chose. Voilà, Flavia, qu'est-ce que tu penses de cette situation où on inclut l'enseignant dans la diminution du niveau des apprenants? Je crois que la baisse du niveau des apprenants et les enseignants ont également une part là-dedans. Laquelle? Parfois, les enseignants donnent des cours sans des explications. Parfois, ils donnent les cours avec des exercices d'application à l'appui, mais ne corrigent pas ces exercices d'application. Et parfois aussi, ils s'en fichent pas mal de ce que ces élèves peuvent faire en ces moments-là quand ils donnent le cours. Il y a certains enseignements qui sont spécifiés dans ces genres de domaines. Ils viennent, ils donnent leur cours sans rien dire et puis ils s'en vont, quoi. Ils s'en battent les couilles, ils disent que non, vous êtes des apprenants, vous devez savoir ce que vous cherchez. Mais ils doivent préalablement avoir conscience qu'ils sont au premier abord des parents.
Et eux-mêmes aussi veulent tout d'abord la réussite de leur enfant. Ils doivent faire la même chose avec nous, les apprenants. Ils doivent bien les guider, les conseiller de temps en temps. Mais Flavia, il y a de ces cas, parce que nous avions été élèves aussi. On voit de ces apprenants récalcitrants qui amènent l'enseignant à dire faites comme vous voulez. Ne penses-tu pas que cela également amène certains enseignants à réagir comme ça? Oui, je pense, tu as raison. Ces genres de situations conduisent les profs à agir ainsi, comme je venais de le dire. Mais moi, je crois que être enseignant, tout d'abord, c'est quelque chose de je ne sais même pas comment qualifier ça. Et ils doivent être indulgents. Ils doivent être indulgents. Ils peuvent toutefois sanctionner 1, 2, 3 fois, mais pas toutefois. Chaque fois que tu viens donner ton cours sans explication, ça ne passe pas. Voilà, je reviens maintenant à Laetitia. Dis-nous, comment est-ce qu'un enseignant peut contribuer à l'échec, si nous permettons le mot, de son apprenant, puisque le niveau, quand ça va au rabais, c'est l'échec qui va suivre après. Ok, merci Benjamin. Je pourrais dire que l'enseignant peut contribuer à l'échec d'un apprenant, en ce sens qu'il arrive parfois que nos enseignants rentrent dans des classes pour faire le cours. Mais au lieu d'aborder le cours, abordent certains sujets qu'il ne fallait pas aborder dans des salles. Et il y a aussi quoi? L'enseignant doit d'abord se rappeler qu'il est un parent, comme l'a si bien dit Flavia. Et il est d'abord parent. Et quand il vient pour éduquer les enfants des autres, il doit prendre ses enfants comme si c'était ses propres enfants. Alors, qu'est-ce que je vais dire? S'il vient, par exemple, au lieu de faire le cours, il dit, bon, vous avez suivi le match de football d'hier. Est-ce que c'est un sujet qui cadre avec le cours qu'il devait faire normalement? Et supposons les garçons sont souvent intéressés au football et l'élève, peut-être qu'il s'était préparé à suivre un cours de mathématiques ou de français, il devient extraverti, il est distrait et il se contente du sujet. Parce que l'élève ou l'apprenant se contente des inutilités, des sujets inutiles. Voilà, mais Laetitia, il peut arriver des moments où, puisque la pédagogie l'exige, d'ailleurs, on va distraire un peu l'atmosphère pour que l'apprenant puisse mieux comprendre peut-être. Oui, bon, moi je pense qu'il y a certains sujets de distraction où on peut, par exemple des devinettes ou par exemple une histoire qui va donner une leçon de morale à ses apprenants. Il y a certaines choses qu'il faut utiliser pour distraire l'apprenant lorsque l'enseignant est en train de faire son cours, mais pas forcément d'aborder certains sujets un peu comment dire, écarté du cours ou de la matière qu'il est censé enseigner à l'apprenant. Et il y a aussi quelque chose, et là, il y a certains professeurs, le comportement, la méchanceté, la sévérité peut agir sur les élèves. Il y a certains, peut-être l'élève n'est pas habitué à la méchanceté, à ce qu'on crie sur lui. Mais certains enseignants crient sur les apprenants. Et ça agit sur certains apprenants. Ça fait que certains apprenants ne sont pas intéressés au cours et puis bon. Voilà. Mais bien avant tout, quand on parle d'école, on parle tout de suite de système éducatif. Donc j'aimerais bien qu'on tourne également, sinon on touche également cette partie de la chose. Qui parle d'école, parle du système éducatif. Et Flavia, dis-nous, est-ce que le système éducatif togolais ou africain peut-être, puisqu'on remarque que pratiquement les élèves togolais sont en train d'aller vers une diminution de niveau, est-ce que le système éducatif n'aurait pas quelques failles peut-être à relever? Bon, c'est une très belle question. Merci Benjamin. Je pense que le système éducatif togolais ou bien africain doit un peu revoir ses manières d'enseigner, surtout celles francophones. C'est comme si ces manières, je ne sais pas, c'est comme si, c'est vraiment ça. Ces manières d'enseigner sont tombées en désuète. Ils doivent revoir ça et nous amener à nous concorder avec cette manière pour qu'on aille plus loin. Voilà. Freddy, le système éducatif a quelque chose à voir avec cette diminution alarmante du niveau des élèves? Oui, on doit revoir ce système parce que l'Africain, ou bien les matières, disons, que l'apprenant est censé faire en classe durant toute la journée, parfois peut être de trop. Si nous prenons l'exemple des Européens, je pense que l'apprenant,
si je veux être, disons, professeur de français, Oui. le système m'apprend seulement à me spécialiser sur le contour de cet enseignement. Mais en Afrique et chez nous ici au Togo, on nous apprend tout un tas de choses qui ne nous amènent nulle part. Est-ce que c'est effectivement ces choses ne nous amènent nulle part? Oui, ça, on dit que nos diplômes sont valorisés, mais toutes ces choses que nous apprenons, on en fait quoi avec? Celui qui veut devenir littéraire et qui fait la mathématique, c'est pour faire quoi? Et le mathématicien qui fait la littérature, lui il peut le faire parce qu'on a besoin du français pour comprendre la mathématique. Mais le littéraire n'a pas besoin de faire de la mathématique. Et aussi, nous apprenons trop des blancs que nous oublions les choses de nos localités, avec des histoires de l'Égypte antique, de quoi ici par ça. Je suis ici au Togo, je ne connais même pas l'histoire du Kara. Ça donne quoi? On connaît des autres, mais pour nous, on n'en connaît pas. Donc on doit revoir ce système pour que les apprenants s'y adaptent, premièrement, aux choses de leur pays, avant de nous emmener d'être extravertis. Voilà, Laetitia, tu penses que le système éducatif, puisque les deux martèlent qu'on doit changer les choses dans le système éducatif, tu partages leur avis? Bon, moi, ce qui a changé, qu'est-ce qui a changé? Nous, en ce qui concerne le système... Est-ce qu'il faut forcément changer d'abord? Oui, il faut forcément changer. Et quoi alors? Mais moi, je ne vais pas trop me pencher sur les matières que nous recevons de nos professeurs ou enseignants. Mais je vais plutôt me pencher sur la manière dont ils doivent conduire les apprenants au bon point. C'est ça. Je voudrais d'abord venir sur un point, et ça concerne la soustraction de l'utilisation du bâton dans nos écoles. Et c'est sur ce point, moi, je voudrais en venir. Et depuis que le système éducatif a soustrait le bâton en ce qui concerne l'usage du bâton dans nos milieux scolaires, a beaucoup agi, a fait que les enfants sont un peu devenus bandits. Puisque il y a certains apprenants, lorsqu'ils voient le bâton, ils se ressaisissent. Lorsqu'ils voient le bâton, ils ont peur et ils reviennent en eux-mêmes. Ils reviennent maintenant sur de bonnes bases pour savoir que, bon, lorsqu'on corrige un enfant, il sait que là, ce que je viens de faire n'est pas bon et c'est pourquoi on me corrige. Mais maintenant, on se contente de nous donner seulement que des punitions. Peut-être l'enfant est venu en retard ou l'enfant bavarde ou il est distrait ou il a peut-être embêté un professeur. On se contente de lui faire sortir, ne serait-ce que le professeur termine son heure et après il re-rentre. Qu'est-ce qui prouve que cette punition a suffi qu'il ne puisse pas continuer des bêtises jusqu'à la fin de la journée? Donc il faut maintenant faire quoi concrètement? Il faut qu'il revoie la façon de punir les apprenants. Les apprenants. Nous allons en revenir de long à large dans ce débat, cette histoire de bâton dans le système éducatif. Mais quand on prend le système éducatif togolais, par exemple, nous avons les écoles confessionnelles, publiques et tout, mais nous allons quand même les céder à deux grandes parties, la partie officielle, communément appelée officielle, et privée. Pensez-vous que les deux parties-là jouent équitablement leur rôle, Flavia? Est-ce que le privé ne prime pas de façon négative sur l'officiel ou l'officiel ne prime pas de façon négative à ce que le niveau n'aille pas où on veut? Merci. Je pense que si nous allons dans le domaine privé, dans les écoles privées, au niveau du primaire, par exemple, ils agissent d'une manière que ça agit négativement sur les enfants qui vont à l'école officielle. Parce que dans les classes de base comme le CP1, disons le CE, ou bien peut-être le CM2, voilà, ils cherchent au fait de l'effectif. Ils cherchent de l'effectif,
je ne dis pas toutes les écoles privées. Il y a certaines écoles privées qui cherchent uniquement de l'effectif. Ils vont dire oui, au CP2 nous avons 100%. Au CE1, nous avons 100%. C'est ce qu'ils veulent, le fait. Et lorsque le niveau de l'enfant n'est pas encore atteint, pour qu'il monte dans une classe supérieure, ils le font aller, ils le laissent aller comme ça. Et ça continue. Ça agit négativement sur ces enfants préalablement. Et ça agit également sur quoi? Sur les enfants qui vont à l'officiel. Parce qu'ils se disent non. Moi, mes camarades sont à l'école privée, ils vont vite, moi, je suis toujours dans la même classe, je ferais mieux d'abandonner. Mais en réalité, ils ne devraient pas abandonner. Mais Flavia, quand on dit par exemple, à en croire tes propos, est-ce que le secteur privé prime négativement sur le secteur officiel, c'est ça? Non, pas totalement négativement. Il y a positivement. Parce qu'il y a certaines écoles privées supérieures qui prônent la pratique. Et contrairement aux écoles officielles. Par exemple, ceux qui font de la chimie, les littéraires, les journalistes comme ça, ils font de la pratique, au fait, sur le champ. Mais nous, on ne nous donne que des théories, tu vas faire ceci. Lorsqu'on sort, on ne sait même pas concrètement quoi faire. Mais lorsqu'on va dans une école supérieure privée, on fait tout le temps des pratiques qui nous permettra de faire l'usage de ces pratiques sur le terrain. Et là, on est mieux expérimenté. Voilà. Laetitia a dit, nous, le secteur privé, même si Flavia ne voulait pas dire ça officiellement, elle l'a dit officieusement. Le secteur privé tente de nuire le secteur officiel. Tu partages cet avis-là? Oui, bon. En ce qui concerne ces deux secteurs, le secteur privé, comme l'a déjà dit Flavia, nous avons, lorsque un apprenant, peut-être qui est en classe de 6e ou en classe de 5e, qui échoue avec une moyenne de 8, et peut-être que le parent voit que l'âge de son petit et de son fils ou de sa fille ne concorde pas avec la classe dans laquelle l'enfant devait être, il est obligé d'aller négocier au niveau du secteur privé pour que l'enfant puisse passer en classe supérieure. Or, c'est quelque chose qui agit beaucoup sur l'enfant. Parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons, au fur et à mesure que nous passons à des classes supérieures, et je veux dire que l'élève, d'abord, pas l'élève, mais les matières sont différentes. Les choses évoluent. Les choses évoluent. Tu n'as pas d'abord compris les cours de la classe antérieure et tu cherches à aller comprendre les cours de la classe supérieure. Ça agit, mais les parents ne savent pas que ça agit sur les enfants. Mais je reviens maintenant sur le secteur officiel. En ce qui concerne le secteur officiel, il y a trop de... Je vais d'abord prendre le cours primaire. Au Togo ici, lorsqu'on nous a dit qu'on ne va plus payer l'écolage pour les jeunes frères du CEP, tout est devenu du désordre. Je pense que l'école primaire est gratuite au Togo. Hein. Oui, est gratuite. Tout est devenu du désordre. L'enseignant, quand il vient, il s'en fout. Je ne sais pas, c'est comme s'il n'est pas payé ou quoi, je ne sais pas. Et même, ça fait que, puisque avant, lorsqu'on payait l'écolage, l'élève était suivi. Parce que d'abord, le parent même sait qu'il a dépensé pour que l'enfant aille à l'école. Et il vient de près pour suivre l'enseignant et l'élève. Mais maintenant que les choses sont gratuites, le parent dit, bon, c'est gratuit, et l'enfant peut aller, et puis bon, c'est ça. Et les enseignants ne prennent plus les choses au sérieux. C'est comme si on les a demandé, bon, comme c'est gratuit, ne vous investissez pas pour l'évolution de ces enfants, en fait. Freddy, le secteur privé officiel, tu penses que l'un essaie de détruire l'autre ou l'un essaie d'arranger? Si nous voulons parler du niveau d'arrangement, moi je pense que le secteur privé aide plus dans l'enseignement. Parce qu'avec l'écolage souvent élevé, le parent qui paie, disons, 50 000 pour son enfant au cours primaire, fait de son possible que l'enseignant puisse s'occuper de cet enfant. Parce qu'il a payé une grosse somme. Mais dans le secteur officiel,
L'effectif, Pléthorique. n'en parlons pas. Disons, ce n'est pas maintenant où on a réduit les choses. Dans les classes d'examen, tu peux trouver 100 personnes. Et souvent, ils sont assis, 3 dans le banc. Comment l'apprenant là peut être à l'aise pour étudier ou pour saisir ce que l'enseignant va donner? Mais c'est manque d'argent que parfois les parents sont obligés d'envoyer leur enfant à l'école officielle parce que je n'ai pas d'argent. Et au collège, les filles 6 000, les garçons 7 000. Au lieu d'aller payer 50 000 ou 100 000 quelque part, je préfère mettre mon enfant ici. Et c'est ce qui pousse parfois les enfants, même si on est décidé à apprendre, l'effectif nous étouffe. Voilà. Laetitia l'avait déjà effleuré, on envoie prématurément l'enfant, on dit l'enfant doit être dans tel sac. Vous pensez également que l'envoi prématuré des enfants à l'école, il y a des enfants qui vont à l'école à 3 ans, 2 ans, vous pensez que c'est également ce qui contribue à ce que l'enfant ne soit pas mûr pour acquérir ces compétences-là qu'on donne à l'école, Flavia? Je pense qu'il y a 2 choses à relever là-bas parce que on envoie certains enfants à l'école. Par exemple, au CI, à l'âge de 2 ans et demi, on l'envoie déjà au CI. Ça, c'est différent de l'enfant n'a pas réussi, n'a pas encore le niveau de monter au CP2 ou bien au CE1 par exemple. Mais la maman dit, le père dit non. Mon enfant a 10 ans, il devait être normalement au CM1. Non, il faut qu'il remonte au CE1. C'est là-bas qu'il y a problème. Au niveau de CI, il n'y a pas de problème. Oui, mais parfois, je pense que si j'ai bonne mémoire, c'est à 5 ans qu'on doit aller au CP1 au Togo. Hein. C'est à 5 ans. Mais il arrive des cas où des enfants ont 3 ans et demi ou 4 ans, ils entrent déjà au cours préparatoire première année. Est-ce que cela n'impacte pas également? C'est là que je voudrais venir. Selon moi, ça n'impacte pas négativement. Ça n'impacte pas négativement. Du moment où il vient de commencer la classe, ça n'impacte pas négativement. Et il va se ressaisir, il va commencer. C'est quelque chose de nouveau qu'il est en train d'apprendre. Il va bien se concentrer, apprendre ça. Et là, lorsqu'il n'a pas réussi, il reste là-bas. Il ne faut pas qu'on le remonte pour dire non, il doit être là-bas. C'est ça qui a problème, quoi. Freddy, on envoie prématurément l'enfant à l'école. Souvent les parents disent que l'enfant me dérange à la maison. Donc je vais l'envoyer à l'école pour être à l'aise. Cela, l'enfant n'est pas âgé ou bien disons... Mûr psychologiquement. Oui, mûr psychologiquement pour apprendre, pour saisir ce que le professeur est en train de donner ou l'enseignant donne. L'enfant est juste à l'école, voit ses amis, on s'amuse, maman dit qu'elle est fatiguée, l'enfant doit aller à l'école. C'est ce que ça va donner. Mais obliger l'enfant à monter, malgré qu'il n'a pas le niveau, ce n'est pas bien. C'est freiner dans l'avenir l'intelligence ou bien la capacité de cet enfant. Parce que si l'enfant n'a pas de bonnes bases, il ne peut pas exercer ce qu'il faut. Voilà. Flavia veut ajouter quelque chose avant qu'on ne revienne à Laetitia? Ouais, je veux dire que le fait qu'on envoie prématurément les enfants à l'école, s'il vous plaît, lorsque l'enfant redouble, parce qu'il a l'amusement en tête, il ne sait même pas ce qu'on appelle l'école. Lorsqu'il redouble, qu'on les laisse. Il ne faut pas qu'on les fasse remonter dans une classe supérieure. C'est juste ça. Voilà. Laetitia, on envoie prématurément l'enfant à l'école. Ça peut contribuer plus tard, comme Freddy l'avait dit, à ce que l'enfant ne réussisse pas mieux son futur scolaire. Oui, bon, ça peut agir parce que nous sommes tous différents. Et les enfants, chaque enfant avec sa psychologie. Et d'abord, qu'est-ce qui pousse les parents à amener vite les enfants? Supposons qu'il y a un parent qui est peut-être fonctionnaire, qui est censé aller peut-être au service et revenir dans l'après-midi. Il est obligé, avec un enfant de 2 ans, l'obliger à aller à l'école. Or, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Supposons, déjà à 2 ans, l'enfant, peut-être c'est à 2 ans normalement en Afrique que l'enfant est sevré. À 2 ans, un enfant qui est sevré, qu'est-ce qu'il peut faire?
Et ce sont des choses qui deviennent peut-être des problèmes au tata du maternel, où l'enfant doit venir faire déféquer, faire des pipis et des choses, et puis ça devient des petits soucis pour ces tata du maternel. Bon, moi je pense qu'il est mieux, il serait bon que nos parents espèrent. À 3 ans, c'est pas mal. À 3 ans, il faudrait que les parents essaient d'attendre, à 3 ans plutôt, excusez-moi, à 3 ans, l'enfant peut aller à l'école, mais déjà à 2 ans, c'est trop peu. C'est trop peu. Je ne suis pas totalement d'accord avec elle. Elle n'a pas raison, parce que certaines fois, c'est la capacité, les compétences de l'enfant qui obligent certains parents fonctionnaires à les envoyer à l'école. Tu vois, par exemple, un enfant à l'âge de 2 ans, il commence par faire plein de trucs, il mémorise plein de trucs. Tu vas dire, waouh, je vais l'amener à l'école en même temps, comme ça, il va plus développer ses capacités, devenir très compétent. Et ce qu'il a relevé comme les enfants de 2 ans et demi, c'est pour cela qu'on a fait la crèche. Les crèches sont là, si les enfants ont des âges immatures pour commencer l'école, amenez-les dans les crèches, mais pas au CI. Voilà. On comprend donc que nous allons progressivement vers une diminution complète du niveau des apprenants. Est-ce que finalement on aura une dévalorisation complète, parce que la jeunesse, sinon l'adolescence, constitue cet avenir de demain-là? Est-ce qu'on aura définitivement une jeunesse, sinon des enfants qui n'auront que le niveau nul ou le niveau 0? Non, on ne peut pas dire ça, on ne peut jamais dire ça. Parce qu'il y a certains qui ont bel et bien une conscience de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils cherchent. Et ils font les recherches de leur côté, ils se forment de leur côté. Ces gens-là seront là demain pour être meilleurs. Voilà. Freddy, tu penses qu'un jour à l'autre, on ne retrouvera que des apprenants qui excusez-moi l'expression, qui n'ont rien dans la tête? Oui, il y en aura, mais il y en aura. Parce que si l'apprenant refuse de prendre au sérieux ce qu'il est en train de faire, il n'aura rien dans la tête. Il peut avoir le bac, on dira qu'il a le bac, mais rien, absolument rien dans la tête. Donc il y en aura, mais ça ne freinera pas, ou bien, oui, ça ne freinera pas la société qui doit avancer. Voilà, Lucie. Tu penses qu'on aura un jour une génération d'élèves qui ne vont pas répondre nullement à l'intellect? Bon, moi je pourrais dire oui, d'une part. Parce que avec l'allure des choses dans nos milieux scolaires, il peut arriver. Parce qu'il y a trop de désordre dans nos milieux scolaires. Il y a trop de désordre dans nos milieux scolaires, des choses qu'il ne fallait pas faire. Il faudrait, pour que cela n'arrive pas, il faudrait que nos parents prennent conscience. Il faudrait que nos enseignants prennent conscience aussi. Nous allons en venir dans les types de solutions, puisque tu l'as amorcé, je vais te laisser continuer. Et que doivent faire d'abord les élèves? Les élèves sont les premiers acteurs du secteur éducatif. Qu'est-ce que les élèves doivent faire face à cette diminution de niveau? Oui, ils ont leur part de responsabilité, parce que la plus grande partie leur revient. Et il faut d'abord avoir la volonté et être déterminé. Toi-même, l'apprenant, tu dois être conscient de ce que tu es allé chercher à l'école. Tu dois être conscient de ce que tu es allé chercher à l'école. Tu n'es pas allé à l'école, on ne va pas pour peut-être faire WhatsApp ou bien faire Facebook. Non, on va pour étudier. Lorsque tu vas, il y a des récréations. Pourquoi? Arriver, tu suis le cours de 6h ou de 7h jusqu'à peut-être 9h45. Quelques 15 minutes de repos où tu dois manger, tu peux revoir tes camarades. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire jusqu'à ce que vous ne pouvez pas espérer 16 heures de récréation pour ne pas se dire. Donc je pense qu'il est temps que nos jeunes petits frères, nos camarades apprenants, prennent conscience de la situation. Parce qu'il y a aussi quelque chose, les parents se tuent, les parents se battent pour que nous ayons un demain meilleur. Voilà, Flavia, qu'est-ce qu'il faut faire? Les élèves, les enseignants et les parents, d'ailleurs. Les enseignants et les parents, merci. Pour ajouter à ce que vient de dire Laetitia, je vais dire qu'il faut également que les apprenants apprennent à pratiquer de l'abnégation.
Parce qu'il y a certains apprenants qui ne veulent pas supporter certains professeurs. Il y a certains professeurs qui sont d'un caractère impulsif. Ils doivent l'accepter comme ça. Ce sont eux qui sont des apprenants. Ils sont censés être humbles, écouter le prof et aller de l'avant. Ils doivent avoir de l'abnégation et aussi du sacrifice. La plus grande partie leur revient. Ils doivent avoir conscience de ce qu'ils recherchent. Voir ce que ma maman veut que je sois, ce que mon papa veut que je sois, ce que moi-même je veux être. C'est ça. Voilà, tu as parlé de la part des élèves, on va revenir pour les parents. Freddy, qu'est-ce que les élèves doivent faire pour que le niveau ne soit pas totalement nul un jour? Il faut qu'ils soient responsables de leur personnalité. Être responsable, c'est-à-dire savoir que quand je suis parti pour apprendre, c'est pour des objectifs. Donc, ayant les objectifs en tête, je dois obligatoirement m'adapter ou bien faire de mon possible pour que l'objectif soit atteint. Au cas où je me laisse aller, je dis que je n'ai pas les possibilités, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'irai nulle part. Parce que mon demain, c'est moi, premièrement, qui dois le préparer. Donc, il revient maintenant à ces apprenants-là de faire la part des choses. Je reste avec toi, Freddy. Les parents sont également les seconds acteurs dans le secteur éducatif. Qu'est-ce qu'un parent doit faire pour que son enfant ne soit pas demain cet enfant que tout le monde va doiter pour dire que c'est lui qui est le nul de la classe? Qu'est-ce que les parents doivent faire? Les parents doivent bien encadrer leur enfant. Ils doivent jouer leur rôle de responsabilité de parents éducateurs en surveillant chaque fois les enfants. Surtout, un ventre affamé n'a point d'oreille. L'enfant doit manger pour pouvoir rester en classe et suivre ce que le professeur est en train de dire. Au moment où l'enfant n'a pas mangé, parce que le parent dit que je n'ai pas d'argent, comment je vais faire? L'enfant ne t'a pas forcé à le mettre au monde. Il faut tout faire pour lui trouver à manger. Mais si on n'en a pas. faut chercher. Au moins, avant que l'enfant ne quitte le matin, tu sais que tu n'as pas d'argent, il faut au moins préparer quelque chose pour mettre dans le sac de l'enfant. Au moment où l'enfant voit que ses camarades sont meilleurs ou bien mangent bien plus que lui, il aura des pensées en tête et il ne peut pas suivre le cours. Donc les parents doivent contribuer, jouer leur rôle pour que l'enfant, arrivé à l'école, à la maison, dans la rue, soit capable de faire ce qu'il peut. Flavia, Freddy pense qu'on doit mettre quelque chose dans le sac de l'enfant. Tu penses également la même chose? Non, ça ne suffit pas totalement. Il ne faut pas coûte que coûte mettre quelque chose dans la poche de l'enfant ou bien le nourrir coûte que coûte avant que l'enfant ait conscience de ce qu'il veut. Non. Il y a parfois, lorsqu'on n'a pas des moyens pour assurer de la nourriture ou quoi que ce soit à son enfant, on a donné le maximum de nous-mêmes et qu'on ne trouve rien. S'il vous plaît, c'est juste réconforter l'enfant, le conseiller, communiquer avec l'enfant. Tu peux dorloter l'enfant sans l'argent ou bien sans le manger. Tu vas le dorloter avec les paroles. Tu peux le conduire à l'école, causer avec lui, bien avoir des nouvelles de ce qu'il veut. Tu vas dire, oh, mon enfant, s'il te plaît, fais ceci. Tu vois ce ministre, je veux que tu deviennes comme lui. Tu vois la manière de s'habiller. Aujourd'hui, tu t'habilles nullement comme ça. Demain, c'est toi, tu seras la chose demain. Donc, s'il te plaît, prends tes études au sérieux. C'est comme ça les parents doivent amener les enfants à réussir, je vais dire bonnement, pas toutefois toucher le système économique. Je veux également avoir cette part de responsabilité qui revient aux enseignants. Je reste avec toi, Flavia. Comment est-ce que les enseignants doivent concevoir la chose pour que tout aille de mieux? Pour que tout aille de mieux, je dirais tout simplement que les enseignants doivent éduquer les apprenants comme leurs propres enfants. Et puis c'est fini. Ceux qui ne veulent pas que ça arrive à ces enfants, faut qu'ils veillent à ce que cela n'arrive pas à ces apprenants. Mais si un apprenant très récalcitrant veut faire ce qu'il passe par la tête, ça n'engage que lui en tout cas. Letty, qu'est-ce qu'on doit faire? L'enseignant, nous sommes entre jeunes, il faut que les choses soient plus claires. Qu'est-ce que l'enseignant doit faire par exemple pour que les choses aillent pour de mieux? Bon, il y a aussi, ce que moi je peux dire en ce qui concerne la part de responsabilité d'un enseignant. Et je vais d'abord toucher un point. Il y a certains enseignants qui sont là juste pour le salaire. Pour le salaire, oui.
en première position, d'autres sont là juste pour venir mettre des yeux sur les jeunes filles apprenantes. Et il faudrait que nos enseignants cessent ce genre de comportement. Au lieu de conseiller l'enfant, au lieu d'interdire à l'enfant, en ce moment, à cet âge-là, tu n'es pas censé penser au sexe, tu n'es pas censé penser à telle chose, à telle chose. Les enseignants eux-mêmes amènent les enfants à avoir l'idée du sexe, l'idée des relations. Il faudrait que nos enseignants cessent ce genre de comportement. Et ensuite, je pense que c'est vrai, il est parfois nécessaire d'être rigoureux, sinon un peu sévère envers les apprenants, mais pas nos apprenants d'aujourd'hui. Et lorsque tu rentres dans une salle pour faire un cours et puis tu te mets à crier sur les apprenants ou bien tu te mets à exiger certaines choses sur les apprenants, et je pense que ça les met aussi mal à l'aise, ça agit sur certains apprenants parce qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de choses auprès de leurs parents à la maison, ils sont frustrés. Donc il faudrait qu'ils revoient aussi leur comportement, et puis certains sujets, ils doivent cesser d'aborder certains sujets dans les salles de classe. Nous sommes presque à la fin de ce débat, mais on va quand même donner le verdict de ce débat qui a toujours fait la polémique dans les écoles. Est-ce qu'il faut interdire le bâton? Est-ce qu'il faut faire usage du bâton? On va faire un jeu ce soir. Letty, nous sommes 4, mais vous êtes 3 sur ce plateau. On va le dire. Tu penses qu'on doit laisser le bâton ou on doit utiliser le bâton? Et tu ajoutes ton mot de la fin également. En ce qui concerne le bâton, il faut l'utiliser. C'est une chose qu'on doit utiliser. Et parce que même si ils ne veulent pas utiliser et passer par d'autres moyens pour punir l'apprenant, mais quand même, il faut une correction du bâton. Voilà, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, nous remercions les téléspectateurs de nous avoir suivis, et je pense que nous sommes là, toujours, et pour accompagner ces jeunes apprenants, et j'espère que s'il y a des parents qui nous ont suivis et que s'il y a des apprenants qui nous ont aussi suivis, et je pense qu'il y a aussi des conseils à puiser dans ce que nous venons de dire dans notre émission, et merci. Voilà, Flavia, on va aller à oui ou non, le bâton ou... Non. Non, le bâton n'est pas... D'accord, je dirais tout simplement aux téléspectateurs qui nous ont suivis de communiquer, de bien communiquer avec leurs enfants et les amener à être meilleurs le lendemain. Merci. Freddy, on doit utiliser le bâton ou pas? Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Le bâton n'est pas nécessaire. Voilà, le mot de la fin. Il faut que chaque personne joue sa part de responsabilité, de l'apprenant aux parents jusqu'à l'enseignant. Voilà. Nous devons tous ensemble agir en faveur du système éducatif pour un avenir impressionnant des élèves. Voilà donc la fin du débat, mais ce n'est pas encore la fin de l'émission. Nous allons sur la toute dernière rubrique Top secret de la langue de Molière. C'est juste après ceci. De retour sur ce plateau, nous allons voyager au pays de Molière. Nous avons l'habitude de commencer avec l'expression du jour, en complicité avec la réalisation. Nous allons partir pour l'expression du jour. Donner sa langue au chat. L'expression donner sa langue au chat. L'expression au début, c'était donner sa langue au chien. Par après, on a changé l'expression à donner sa langue au chat pour dire ne rien dire ou garder un secret. Quand quelqu'un ne veut rien dire, on dit que cette personne donne sa langue au chat. Citation du jour, puisque nous parlons du système éducatif. Aristote nous dit « Les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux ». Aristote nous dit que les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. On ne dit pas, mais on dit, nous devons arrêter de dire 1000 merci, surtout à l'écrit où nous mettons S à 1000. 1000 ne prend pas S. Nous devons plutôt écrire 1000 merci. La seconde partie nous montre comment écrire 1000 sans S mais mettre S à merci. Je reprends, on ne doit pas mettre S à 1000, plutôt à merci. Différence entre deux mots, nous avons le mot so et le mot so. Les deux mots sont des homonymes homophones mais hétérographes. Je m'explique. Le premier mot, SOT,
signifie un idiot, un imbécile, etc. C'est pour insulter quelqu'un. Mais le second, S-A-U-T, signifie bondir, faire un saut vers l'avant. Voilà donc la différence qui existe entre ces deux mots. Pour finir, nous avons une image du jour comme d'habitude. Comment est-ce qu'on l'appelle en français? Ce qui nous intéresse ici, ce sont les poils qui sont sur la poitrine du jeune homme. Rapidement, on va faire un tour de table. Flavia, tu as une idée de comment on l'appelle? Non. Non. Freddy, tu as une idée du nom? Laetitia? Ah non. On l'appelle en français tapis d'amour. Wow. Tapis d'amour. T-A-P-I-S-D'-A-M-O-U-R. Voilà donc qui me fait un top secret de la langue de Molière et votre émission 50 minutes entre nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à nos très chers invités. On avait Freddy, Flavia et Laetitia. La réalisation a été assurée par Marc Casson. La caméra a été assurée par Folie Moupé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mercredi prochain à la même heure. Bonsoir chez vous.